C'est ça que vous appelez du service. Vous ne connaissez donc pas le mot service. Je vous préviens, je déposerai une réclamation officielle auprès de la compagnie aérienne. Au milieu de la cabine, une voix forte s'élève, semant le trouble. Un passager est en train de faire une scène. À ses côtés, une de mes collègues françaises s'excuse platement, l'air désemparé. Que s'est-il donc passé entre eux? Laissez-moi vous raconter. Bonjour, je m'appelle Anne. Je vis actuellement à Paris et je travaille comme hôtesse de l'air pour une grande compagnie aérienne française. Pour moi, cette journée a été particulièrement éprouvante. J'ai été si tendue et si sollicitée que j'ai l'impression d'être sur le point de tomber malade. Mes nerfs sont à vif. Avant chaque vol, j'ai pour habitude de me remémorer mes principes et mes convictions, assurer la sécurité des passagers, minimiser leur inconfort et faire tout mon possible pour que le vol se déroule sans encombre. Cependant, le vol d'aujourd'hui a fait voler en éclats toutes ces belles résolutions. Un événement que je préférais oublier s'est produit lors de mon vol retour de New York vers la France. Avant le décollage, afin de faciliter l'embarquement rapide des passagers et le rangement de leurs affaires, nous laissons ouverts les compartiments à bagages situés au-dessus des sièges. Mais cela n'a pas plu à un passager en particulier. Il n'a cessé d'appeler le personnel de bord pour exiger que nous fermions la porte de son compartiment. Nous étions en plein milieu de l'embarquement et fermer les compartiments aurait retardé l'installation de tout le monde. Je lui ai donc patiemment expliqué qu'il fallait attendre que tous les passagers soient assis. Visiblement irrité, il a insisté à plusieurs reprises. Finalement, après avoir obtenu l'accord des autres passagers de s'arranger, nous avons fermé son compartiment pour avoir la paix. N'était-ce que le début? Par la suite, ce même passager n'a cessé de se plaindre de son inconfort. Le passager devant lui avait à peine incliné son siège, mais il soutenait que son espace était devenu trop étroit. Il m'a demandé d'aller dire à son voisin de redresser son dossier. J'ai dû lui expliquer que l'inclinaison était tout à fait réglementaire et je lui ai suggéré d'incliner également son propre siège s'il le souhaitait. Honnêtement, personne n'aurait pu trouver l'inclinaison du siège de devant gênante. Ce passager qui n'arrêtait pas de se plaindre pour des broutilles a fini par profiter d'une de mes erreurs pour déclencher un esclandre monumental. Voici comment l'incident a commencé. Il m'a demandé un verre d'eau prétextant avoir soif. Je le lui ai apporté, mais il a répliqué « Sur les vols Lufthansa, on nous sert de l'eau gazeuse. Pourquoi pas ici ?» Je lui ai répondu que je pouvais bien sûr lui en apporter et je suis allée la chercher. Mais à peine lui avais-je tendu son verre d'eau gazeuse qu'il s'est de nouveau emporté. Et pourquoi n'y a-t-il pas une tranche de citron vert dedans? C'est à ce moment précis que l'avion a semblé être aspiré vers le bas. Une violente secousse a secoué la cabine, provoquant la panique. Nous venions d'entrer dans une zone de turbulence. Bien que nous soyons informés des prévisions lors du briefing avant le vol, elles ne restent que des estimations et il arrive souvent que des turbulences apparaissent en plein ciel clair. Sous l'effet de la secousse, le passager a lâché son verre qui s'est renversé sur mes pieds. J'ai perdu l'équilibre et mon corps a heurté le bord d'un siège. Heureusement, je ne transportais ni le chariot ni de boisson chaude. Pendant quelques instants qui ont paru une éternité, j'ai dû m'agripper où je pouvais pour regagner mon siège, l'avion continuant d'être secoué comme dans des montagnes russes. Une fois en sécurité, j'ai vérifié mon pied. Le verre m'avait coupé le gros orteil qui saignait. L'avion a fini par se stabiliser, j'ai mis un pansement sur ma blessure et j'ai commencé à nettoyer le désordre en cabine. Je suis ensuite retournée voir le passager qui avait fait tomber son verre. Je lui ai demandé poliment « Souhaitez-vous un autre verre d'eau gazeuse ?» Il m'a foudroyé du regard et m'a répondu froidement qu'il ne voulait pas d'eau gazeuse sans citron vert. Il a ensuite hurlé qu'il allait déposer une plainte officielle. Je n'oublierai jamais son regard plein de mépris. Avant d'être une hôtesse de l'air, je suis un être humain et ces mots m'ont blessée. Ma seule consolation était que ni mes collègues ni les autres passagers n'avaient été gravement blessés. Comme s'il avait deviné ma détresse, un passager québécois d'un certain âge s'est approché et m'a demandé avec bienveillance si je ne m'étais pas fait mal en tombant. Sa parole chaleureuse a instantanément apaisé ma peine. Le vol s'est finalement terminé. Bien que je ne sois hôtesse de l'air que depuis 1 an, c'est la première fois que je me sentais aussi atteinte moralement. Après le débriefing, une collègue est venue me voir. Quelle journée, hein? Ta blessure, ça va m'a-t-elle dit pour me réconforter. Puis elle a ajouté, quand on a un vol, il n'y a rien de mieux que les lignes comme Montréal. Les gens sont sympas, l'étiquette est impeccable. Le monsieur qui t'a demandé si ça allait tout à l'heure, je suis sûre qu'il était québécois, je l'ai entendu parler. Mon aîné plus expérimenté m'a tapoté le dos. Repose-toi bien et essaie d'évacuer tout le stress de la journée.
Je suis arrivée à Paris vers 2 h du matin. J'ai longuement hésité, plus de 10 minutes entre dormir au dortoir de la compagnie ou rentrer chez moi. Mais l'envie de retrouver mon lit était plus forte, alors j'ai décidé de prendre le bus de nuit, le Noctilien. L'arrêt est juste devant chez moi et le trajet depuis l'aéroport dure environ 1 heure. Assise dans le bus, je me rapprochais de la maison. Une fois descendue, alors que je marchais, j'ai senti une présence effrayante derrière moi. Mon quartier est pourtant réputé pour être sûr, même tard dans la nuit. Mais j'avais l'impression que quelqu'un me suivait. J'ai accéléré le pas, tous mes sens concentrés sur les bruits de pas qui se rapprochaient. Le son devenant de plus en plus proche, j'ai piqué un sprint, tourné en hâte au coin de la rue, suis entrée dans mon immeuble et verrouillé la porte derrière moi à double tour. En me voyant essoufflée, ma grand-mère m'a dit « Te voilà enfin ! Mais c'est dangereux de rentrer si tard. Pourquoi n'es-tu pas restée au dortoir ?» Mon cœur battait la chamade. En guise de salutation après 1 mois d'absence, je lui ai juste dit qu'il m'avait semblé qu'un homme étrange me suivait. « Mais toi, mémé, que fais-tu encore debout ?» lui ai-je demandé. Elle m'a répondu qu'elle avait cuisiné toute la journée en prévision de mon retour. J'attendais le retour de ma petite fille adorée, bien sûr, a-t-elle plaisanté pour me détendre. Alors que nous échangeons quelques mots en riant, le téléphone a sonné. Une voix d'homme grave et basse a dit à l'autre bout du fil « Je suis arrivée, ouvrez la porte, s'il vous plaît ». Avant que je puisse demander qui c'était, il avait raccroché. « Mémé, il y a quelqu'un à la porte. Qui ? Ça peut bien être à cette heure-ci. » Ma grand-mère a souri. « Ah, il est enfin là », a-t-elle dit. « Va vite, lui ouvrir. » Sans comprendre, j'ai ouvert la porte et je suis restée bouche bée. C'était l'homme étrange qui m'avait suivie. Terrifiée, j'allais refermer la porte quand il a appelé ma grand-mère. « Mémé, celle-ci est arrivée et l'a pris dans ses bras. « Mais pourquoi tu étais si long ? On t'attendait » a-t-elle dit en lui tapotant le dos. Incapable de comprendre la situation, je les regardais tour à tour, hébétée. L'homme a alors pris la parole. « C'est toi, Anne ?» J'étais sidérée. « Qui êtes-vous ? Pourquoi me suiviez-vous ? Et pourquoi vous permettez-vous de m'appeler par mon prénom ?» ai-je lancé. L'homme a souri, l'air détaché. Elle n'a pas changé, mémé. Puis il est entré dans l'appartement, suivant ma grand-mère. J'étais vraiment irritée. « Mais pour qui vous prenez-vous ? C'est incroyablement impoli !» ai-je insisté. Ma grand-mère, amusée, m'a demandé « Tu ne te souviens vraiment pas ?» L'homme a repris la parole. « C'est moi, Léo. Tu ne te souviens vraiment pas de Léo ?» J'ai répété son nom plusieurs fois dans ma tête et soudain un éclair a traversé mon esprit. « Léo, c'est vraiment toi, mais pourquoi es-tu là sans avoir prévenu ?» J'étais si heureuse. Qu'avait-il fait pendant tout ce temps? Comment avait-il vécu? J'avais 1000 questions. Notre lien remonte à notre enfance. Son nom de famille était Dubois. Bien avant ma naissance, ses parents étaient venus en France pour leurs études. Le père et la mère de Léo se sont rencontrés dans la pension de famille que tenait ma grand-mère. Son père était venu à Paris en touriste, tandis que sa mère était venue pour étudier la cuisine. Faute de logement étudiant, elle avait dû chercher en dehors du campus. À cette époque, mes grands-parents géraient une pension pour jeunes actifs et étudiants. Pour beaucoup, confrontés au loyer exorbitant de Paris, une telle pension, qui offrait même les repas, était une aubaine. Si notre pension était si populaire, c'est surtout parce que la cuisine de ma grand-mère est absolument divine. Elle a travaillé comme cuisinière dans un hôtel et ses plats sont un véritable délice. Ma grand-mère raconte que les parents de Léo, étant tous deux originaires de la même région en province, se sont sentis plus proches l'un de l'autre dans cette grande ville. Leurs sentiments ont évolué et ils ont décidé de se marier pendant leurs études. La pension était toujours animée, avec des résidents de toutes nationalités. Ma grand-mère dit souvent que c'était une époque formidable. Les parents de Léo et les miens se sont mariés la même année. Léo est né 1 an avant. Moi, mon père a rencontré ma mère alors qu'il était lui aussi à l'université. Mais aujourd'hui, ni l'un ni l'autre ne sont à mes côtés. Ma mère est décédée quand j'étais très jeune et mon père a quitté la maison l'année de mes 14 ans. Depuis, je vis avec mes grands-parents. J'ai attendu mon père qui m'avait promis de revenir pendant plus de 10 ans sans jamais savoir pourquoi il était parti. Si je peux en parler si calmement aujourd'hui, c'est que beaucoup de temps a passé. Après la naissance de Léo, ses parents ont loué une maison tout près de la pension, mais ils prenaient toujours leur repas avec mes grands-parents. Ils étaient comme de la famille et aidaient toujours pour les gros travaux. Mais peu de temps après le départ de mon père, la famille de Léo a elle aussi disparu sans laisser de traces. Et c'est seulement maintenant, après toutes ces années, que nous nous retrouvions. Ma grand-mère regardait Léo et disait « Le petit garçon que j'ai connu est devenu un homme si grand et si beau ». Elle était clairement ravie de le voir. Après elle, ce fut mon tour. « Mais qu'as-tu fait pendant tout ce temps? Pourquoi tu n'as jamais donné de nouvelles ?»
Vous disparaissez soudainement, pas un mot pendant plus de 10 ans, et tu réapparais comme une fleur en demandant à Mémé si elle va bien. Qui crois-tu que ça puisse réjouir? J'exprimais sans détour la solitude que j'avais ressentie. Face à mes paroles, Léo est resté silencieux. L'ambiance s'étant alourdie, j'ai vite changé de sujet. Mémé, le dîner va refroidir, on mange. Ma grand-mère est revenue, les bras chargés. Elle tenait de vieilles photos de la famille de Léo et de la nôtre. Elle en a pris une et a commencé à raconter. Ça, c'est avant ta naissance. Le père de Léo est ton père sur la côte normande. Léo et moi, fascinés par ces clichés d'un autre temps, nous sommes replongés dans nos souvenirs. À ce moment, le téléphone a sonné de nouveau. « Mais qui peut bien appeler si tard ce soir ?» ai-je marmonné en décrochant. C'était mon grand-père. « Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison ?» Mon grand-père travaille toujours à la ferme. Il disait que gérer uniquement la pension le rendrait malade. Alors depuis quelque temps, il s'est mis à l'agriculture et ne vient nous voir qu'une fois tous les 3 mois. « Tu manges bien au moins ?» J'avais hâte de lui annoncer la nouvelle. « Pépé, devine qui est à la maison ?» Il a plaisanté. « Tu as ramené un fiancé ?» Mieux que ça, c'est Léo. Tu te souviens de la famille Dubois, nos voisins, l'ami de papa? Eh bien, c'est son fils qui est là. Le garçon avec qui je jouais tout le temps, lui ai-je raconté, tout excité. Mais mon grand-père a simplement répondu « Ah bon ?» et n'a plus rien dit. Déconcerté, je me suis demandé s'il s'en souvenait pas. Il a rapidement demandé si tout allait bien à la maison, si la grand-mère allait bien, puis a mis fin à la conversation en disant « Bon, je te laisse ». Il a dû avoir une journée difficile, me suis-je dit en me dirigeant vers la cuisine. J'ai passé un moment à discuter joyeusement avec Léo, mais une question me taraudait. Au fait, pourquoi es-tu venu à Paris ? Léo, qui semblait perdu dans ses pensées, a répondu brièvement pour me souvenir du passé et revoir les anciens lieux. Ma grand-mère a complété. Il est venu en voyage, n'est-ce pas ? L'atmosphère était étrange, un peu tiède, et ça me déplaisait. J'ai dit à Léo, tu prendras la chambre libre au rez-de-chaussée, et comme tu es un garçon, ne t'avise même pas de monter à l'étage, ai-je ajouté d'un ton faussement sévère. Malgré la joie des retrouvailles, la fatigue de ma journée était écrasante. Pendant le dîner, je piquais du nez. Ma grand-mère, me voyant lutter, m'a dit de monter prendre une douche et d'aller me coucher. C'est ainsi que s'est terminée cette journée particulièrement éprouvante. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par la voix de ma grand-mère. Elle a ouvert les rideaux et les fenêtres, laissant entrer un soleil éblouissant. « Mémé, je suis rentrée à l'aube, je n'ai dormi que quelques heures », ai-je grogné. Elle a claqué la langue. « Ne sois pas si difficile », a-t-elle dit en me poussant hors du lit avant de quitter la chambre. Je me suis brossé les dents et je suis descendue à table, les yeux encore ensommeillés. J'ai salué ma grand-mère et j'ai demandé à Léo, assis à côté de moi, quel était son programme pour la journée. Il a répondu qu'il pensait aller voir la maison où il avait grandi, au lieu de visiter Paris, mais l'ancienne maison est juste en face, lui ai-je fait remarquer. Ma grand-mère a alors dit en souriant « Tu n'as qu'à lui faire visiter Paris, Yann ». Puis, s'adressant à Léo, « Prends quelques jours pour te reposer, récupérer du décalage horaire et te détendre. » J'ai saisi l'occasion. « Alors, je peux prendre la voiture ?» ai-je demandé effrontément, obtenant sa permission. Après le petit déjeuner, Léo et moi sommes sortis. En ouvrant la portière du conducteur, j'ai eu un réflexe professionnel et j'ai pris mon ton d'hôtesse de l'air, ce qui m'a fait rire. « Qu'est-ce qui te fait rire ?» a demandé Léo, amusé. Je viens de me surprendre à parler comme si j'accueillais un passager, ça m'a paru ridicule entre amis et j'expliquais. En démarrant la voiture, je lui ai demandé « Et sinon tu fais quoi dans la vie ?» La veille, nous n'avions parlé que du passé et j'avais oublié de lui demander. Il m'a alors expliqué qu'il était artiste multimédia et qu'il continuait ses études. Artiste multimédia, c'est une discipline artistique. Il a continué, c'est l'art de créer en combinant des machines et des appareils modernes avec des formes d'art plus traditionnelles. Je n'ai pas tout compris. Donc si tu es artiste, tu organises des expositions. Il a dit qu'il avait fait une toute petite exposition au Japon, mais qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Il était aussi en train de monter une équipe pour travailler avec lui. Paris peut être la capitale des arts, mais ma vie, elle, était bien loin de tout ça. Concentré sur sa conversation, j'ai freiné un peu trop brusquement à un passage piéton. « Désolé, ça va ?» ai-je demandé à Léo. Il a dit que ça allait, mais à cause du coup de frein, mon sac à main et tout son contenu s'étaient renversés par terre.
Heureusement, Léo s'est mis à tout ramasser un par un. J'ai décidé de me garer sur le côté pour tout ranger correctement. La pension de ma grand-mère se trouve dans le 15e arrondissement. Le quartier qui borde la Seine et fait face à la Tour Eiffel est l'un des plus sûrs de Paris. Puisque nous étions déjà dans le centre, j'ai décidé de nous garer là et de continuer à pied. Le programme de la journée était le musée du Louvre, le jardin des Tuileries, le musée d'Orsay et pour finir, le pont des Arts. Cela pouvait paraître beaucoup, mais tout est concentré au même endroit, donc c'était tout à fait faisable à pied. En réalité, j'avais choisi un parcours centré sur les lieux que nous avions fréquentés enfants, car nous n'avions pas beaucoup de temps. Pendant notre visite, notre véritable centre d'intérêt était nos souvenirs d'enfance, bien plus que les paysages qui nous entouraient. En nous promenant dans le jardin des Tuileries, nous avons évoqué nos jeux à Montmartre, la fois où j'ai failli tomber dans la Seine en glissant, ou encore le jour où nous nous sommes fait voler notre argent de poche par un pickpocket devant la Tour Eiffel. Les anecdotes étaient innombrables. Nous approchions de notre dernière destination, le pont des Arts. En y arrivant, Léo s'est exclamé « Mais où sont passés tous les cadenas ?» Je lui ai expliqué calmement qu'ils avaient tous été retirés il y a quelque temps. Le coucher de soleil vu depuis le centre du pont des Arts était spectaculaire. C'est là que Léo a murmuré « J'aimerais que le soleil ne se couche jamais ». À ce moment-là, je n'ai pas compris le sens de ses paroles. En regardant le crépuscule, je lui ai demandé « Allez, sois honnête, pourquoi es-tu vraiment venu à Paris? Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas ?» Je le pressais de questions sur l'étrange atmosphère que j'avais ressentie la veille. « Mais non, il n'y a rien », a-t-il répondu, ajoutant qu'il envisageait de venir étudier de nouveau en France. Des réponses évasives. « Tu restes combien de temps à Paris ?» Il a dit qu'il prévoyait de rester 2 ou 3 mois. « Alors tu n'as qu'à rester chez nous », lui ai-je proposé en riant. Et puis, Mémé a mal au dos en ce moment, tu pourras l'aider un peu. Adossé à la rambarde du pont des Arts, Léo et moi étions perdus dans nos pensées. C'est Léo qui a rompu le silence. « Ton grand-père, il est où? Tu peux me donner son adresse? J'aimerais lui rendre visite avant de partir. » Je lui ai envoyé l'adresse de mon grand-père que j'avais dans mon téléphone à Nantes. C'est à 3 heures de TGV, c'est pas si loin, lui ai-je précisé. Nous sommes rentrés à la maison après cette journée de visite improvisée. Je n'aurais jamais cru que 5 jours de congé passeraient si vite. Demain matin, je devais retourner au travail, alors j'étais en train de faire ma valise. Je pense que tous ceux qui travaillent comprendront ce sentiment à la fin des vacances. Anxieuse et pressée, je tournais en rond dans ma chambre. Mon fond de teint est déjà fini, j'aurais dû en racheter quand j'avais le temps, me suis-je dit à voix haute. C'est là que j'ai remarqué qu'il me manquait quelque chose. Le rouge à lèvres que je porte obligatoirement pour le travail avait disparu. Paniquée, je suis descendue à la cuisine. « Mémé, tu n'aurais pas vu mon rouge à lèvres dans ma chambre ?» lui ai-je demandé en vitesse. Mais elle m'a répondu que non, et m'a même sermonné en me disant que je perdais toujours tout. Je suis remontée en vitesse et j'ai cherché partout, entre les coussins du lit, sous le bureau, dans tous les recoins, mais rien. J'étais désespérée. À cette heure, aucun magasin n'était ouvert et commander en ligne prendrait au moins 2 jours. Frustrée, j'ai abandonné et je suis redescendue. « Toujours pas trouvé ?» a demandé ma grand-mère. J'ai soupiré. Non. Léo, qui était venu boire un verre d'eau, m'a vu et a dit « Si tu soupires tout le temps, tu vas finir par faire un trou dans le sol. » Ce n'était pas mon rouge à lèvres de tous les jours. La couleur ne m'allait même pas particulièrement bien. Je ne porte jamais de rouge, car ça ne me va pas, mais pour les vols, c'est obligatoire. La raison est qu'en cas de situation d'urgence, les passagers doivent pouvoir se concentrer sur les paroles de l'équipage. Et si un passager malentendant est à bord, il doit pouvoir lire rapidement sur nos lèvres. Assise à la table de la cuisine, je me disais qu'il faudrait que j'en achète un à l'aéroport ou que j'en emprunte un à une collègue. Anne m'a appelé Léo qui se tenait derrière moi. Je me suis retournée et il m'a tendu une petite boîte. « C'est quoi ?» Il a continué. « Le tien semblait presque fini, alors j'en ai acheté un. » En ouvrant la boîte, j'ai découvert mon rouge à lèvres. « Mais pourquoi as-tu acheté ça ?» lui ai-je demandé, surprise, à 3 reprises. L'autre jour, quand ton sac s'est renversé dans la voiture, j'ai marché dessus. En le ramassant, j'ai vu qu'il était vide, alors j'en ai juste acheté un nouveau. Je ne savais pas qu'il était si important pour toi, sinon je te l'aurais donné plus tôt, a-t-il dit, l'air presque désolé. Il a ajouté « Je pense que les couleurs plus douces te vont mieux que le rouge, alors j'en ai pris un autre. » D'un air indifférent, il a posé un rouge à lèvres d'une autre couleur et un parfum à la rose sur la table, puis est retourné dans sa chambre. J'étais tellement surprise que je n'ai pas pu dire un mot. Ma grand-mère, qui observait la scène en coin, a dit « C'est la première fois qu'un garçon t'offre un cadeau. » Moi, à mon âge, il m'est arrivé de recevoir des bouquets de fleurs tous les jours, a-t-elle plaisanté. Son cadeau a rempli la cuisine de rire.
Le lendemain, jour de départ, j'ai dit au revoir à mes grands-parents et à Léo et je suis repartie pour un nouveau vol. Ces derniers temps, j'avais enchaîné les vols courts, ce qui m'avait empêché de rentrer à la maison pendant près de 2 mois. Je prenais quand même le temps de donner des nouvelles à mes grands-parents et j'échangeais des messages avec Léo presque tous les jours. Une de mes collègues, remarquant mon comportement, m'a dit « Anne, tu es amoureuse en ce moment ? Non, tu mettais jamais de parfum à la rose avant. » Et on m'a dit que même au dortoir, tu ne lâches pas ton téléphone. Yeah. Le visage écarlate, j'ai répondu pas du tout, c'est juste un cadeau d'un ami. Puis j'ai vite tourné les talons. Amoureuse, moi et Léo. C'est pas parce qu'il a réapparu soudainement et m'a fait un cadeau que c'est de l'amour. Je me parlais à moi-même en niant l'évidence. Après avoir terminé ma rotation de vol, j'ai enfin pu rentrer chez moi après presque 2 mois. Ma grand-mère m'a accueillie chaleureusement. Pépé n'est pas encore rentré, lui ai-je demandé. Elle m'a répondu qu'elle était allée lui apporter des vêtements propres il y a quelques jours. Puis j'ai demandé des nouvelles de la personne qui m'intriguait le plus. Et Léo, il est où? Lui aussi était parti, mais il est rentré ce matin. Je suis allée frapper à la porte de sa chambre pour le saluer. J'ai frappé plusieurs fois, mais aucune réponse. Je voulais le remercier pour son cadeau et comme j'avais remarqué que son portefeuille était abîmé, je lui avais acheté un portefeuille en cuir artisanal lors d'un vol en Italie. J'ai donc ouvert la porte pour le lui donner. Bizarre, il n'est pas là. J'ai posé le portefeuille bien en évidence sur son bureau et au moment de sortir, mon regard a été attiré par un billet de train glissé entre les pages de son passeport, un billet de TGV pour Nantes. J'ai refermé doucement la porte et je suis retournée dans ma chambre. Le lendemain matin, ma grand-mère s'affairait déjà. « Va chercher Léo pour le petit déjeuner », m'a-t-elle demandé. J'ai jeté un œil dans sa chambre, mais il n'y avait aucun signe de lui. En entrant, j'ai vu que son lit était fait et que la chambre était impeccable. Le portefeuille que j'avais laissé était toujours là, mais le billet de TGV pour Nantes avait disparu. Mais Léo n'est pas là. Il ne t'aurait pas dit qu'il allait à Nantes par hasard? Ma grand-mère a paru déconcertée. À Nantes? Mais pourquoi Léo irait-il à Nantes? En voyant son trouble, j'ai ajouté « Il n'est pas parti en voyage à Nantes. Hier, j'ai vu un billet de train. » Ma grand-mère a alors dit qu'il devait être allé voir mon grand-père, mais elle répétait sans cesse qu'il ne devait pas aller à Nantes. Paniquée, elle a dit qu'elle devait y aller elle-même. Ne comprenant rien de la situation, je la regardais perplexe. Je l'ai calmée et je lui ai dit que j'irais moi-même chez mon grand-père. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais ça semblait urgent. J'ai donc enfilé des vêtements confortables et je suis partie pour Nantes. De Paris, le trajet en TGV dure entre 3 et 4 heures, ce n'est donc pas si loin. En chemin, j'ai essayé d'appeler Léo, mais son téléphone était éteint. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, me suis-je dit. Je suis arrivée chez mon grand-père un peu après-midi. J'ai ouvert la porte d'entrée avec enthousiasme. « Pépé, je suis là. Où es-tu » Aucune réponse. Je l'ai cherché partout et je l'ai finalement trouvé dans son bureau, assis à sa table de travail. J'ai souri et je l'ai salué. « Pépé, tu n'es pas content de me voir ?» Il s'est contenté de dire « La route a été longue. » « Léka !» J'ai pensé qu'il devait être de mauvaise humeur et j'ai continué. « Léo n'est pas venu ici ?» À la simple mention de son nom, mon grand-père s'est mis en colère. « Ne me parle pas de ce garçon !» a-t-il hurlé. Puis, d'une voix basse, « Sale type !» Surprise et confuse, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» L'autre jour au téléphone, c'était pareil. « Pourquoi dis-tu ça ?» Mon grand-père s'est de nouveau emporté. « Ne fréquente plus cette famille. » Déconcertée par ces paroles, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander pourquoi. Tu sais très bien à quel point j'étais proche de Léo quand j'étais petite. Et tu sais à quel point ses parents nous ont aidés. Tu te souviens de l'ennui que je ressentais quand maman n'était plus là et que vous partiez travailler, Mémé et toi? J'ai haussé le ton, emporté par l'émotion. Mon grand-père s'est levé brusquement. Ce sont les parents de Léo qui ont chassé mon fils, ton père. Il venait de dire quelque chose de terrible. Ne comprenant pas la logique de ses propos, je lui ai demandé de répéter. Les parents de Léo ont fait en sorte que mon fils ne puisse plus rentrer à la maison. Ils lui ont pris tout son argent et sont repartis au pays. En disant cela, mon grand-père a ouvert un tiroir et a posé une épaisse enveloppe devant moi. Alors que je me demandais ce que c'était, il m'a dit de la lire en rentrant à Paris. Il m'a ensuite ordonné de ne plus venir chez lui pendant un certain temps et de repartir avant la tombée de la nuit. La situation me dépassait complètement et j'ai pas pu continuer la conversation. J'ai donc fait demi-tour et j'ai pris le TGV pour Paris. Dans le train, j'ai ouvert l'enveloppe. Elle contenait près de 20 lettres,
sur l'entête, le nom de l'expéditeur, Jean-Pierre Dubois. C'était des lettres que le père de Léo avait envoyées à mon grand-père. Elles semblaient toutes chercher à éclaircir un événement du passé. Je n'avais aucune idée de quoi il pouvait s'agir. J'attendais avec impatience d'arriver à Paris pour demander à ma grand-mère des explications sur ce que mon grand-père m'avait dit concernant mon père et les parents de Léo. Je suis arrivée à Paris à la tombée de la nuit, épuisée. Devant la maison, j'ai aperçu de loin la silhouette de Léo qui marchait. Je l'ai attendu et je lui ai demandé de me parler. Nous nous sommes assis sur le muret devant chez nous, en silence, à regarder l'immeuble d'en face. « Sois honnête, pourquoi es-tu vraiment venu à Paris? Tu es venu voir mon grand-père aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Comme il restait silencieux, je lui ai montré les lettres que mon grand-père m'avait données. Léo les a prises, mais n'a toujours rien dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tant de secrets? Mon impatience grandissait et ma voix s'élevait. Si tu ne dis rien, je n'ai d'autre choix que de croire ce que mon grand-père m'a dit. Face à son mutisme, je n'ai plus pu me retenir et j'ai dit des mots que je n'aurais jamais dû prononcer. Ce sont tes parents qui ont fait en sorte que mon père ne puisse plus rentrer, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne sait même pas où il est ni ce qu'il fait. Léo s'est levé et a finalement parlé d'une voix calme. On en reparlera plus tard, Anne. Je te promets qu'on en aura l'occasion. Frustrée, je me suis levée à mon tour. C'est à ce moment-là que quelqu'un a appelé mon nom, Anne. Je me suis retournée. C'était Monsieur Louis, notre voisin, le maraîcher, qui nous livre nos légumes. Que se passe-t-il? Il y a un problème? M'entendant crier sur Léo, il avait dû penser qu'il y avait un souci et s'était approché avec ses cagettes. Monsieur Louis a dévisagé Léo de la tête aux pieds, puis m'a dit de rentrer à l'intérieur, le prenant visiblement pour un mauvais garçon. Léo n'est pas entré et a continué son chemin. Je l'ai regardé s'éloigner, incapable de l'appeler. Ma grand-mère, sortie accueillir Monsieur Louis, a demandé ce qui se passait. Qui est ce garçon? Il se disputait avec Anne, c'est pas quelqu'un de dangereux, j'espère. Ma grand-mère a répondu, mais Louis, tu ne te souviens pas de Léo, le fils de Jean-Pierre Dubois. Le visage de Monsieur Louis a changé, il en a même laissé tomber son sac de légumes. Le fils de Jean-Pierre, a-t-il répété, stupéfait, en fixant la silhouette de Léo qui s'éloignait. Ma grand-mère l'a invité à entrer boire quelque chose. Assis dans la cuisine, Monsieur Louis et ma grand-mère ont commencé à parler. Ils parlaient de Léo et de son père avec une telle intensité que je ne pouvais pas en placer une. Profitant d'une pause, j'ai demandé à ma grand-mère, je suis allée chez Pépé, est-ce que tout ce qu'il m'a dit est vrai? Je lui ai montré les lettres. Elle non plus ne m'a rien dit. Ce sont des lettres du père de Léo, n'est-ce pas? De quoi parle-t-elle? Et j'insistais. Ma grand-mère m'a demandé de lui laisser un peu de temps. Mais quand il s'agissait de mon père, je ne pouvais plus attendre. Pourquoi personne ne me dit rien? Et je criais. Monsieur Louis, à côté, m'a dit de me calmer, mais je n'ai pas pu. La frustration me rongeait. J'ai fini par répéter à ma grand-mère les mêmes mots que j'avais dit à Léo. Est-ce que ce sont vraiment les parents de Léo qui ont chassé mon père? C'est pour ça qu'on ne sait pas où il est. Monsieur Louis, visiblement excédé par mon impolitesse, m'a fait signe d'arrêter. Mais je n'ai pas cédé. Alors pourquoi vous vous taisez tous? Parce que je suis l'enfant abandonné et que ça ne me regarde pas. J'ai de nouveau dit des choses qui ont brisé le cœur de ma grand-mère. Des larmes ont coulé sur ses joues, mouillant le mouchoir qu'elle tenait. C'est alors que Monsieur Louis, n'en pouvant plus, a commencé à parler malgré les protestations de ma grand-mère. Il a dit d'emblée, les parents de Léo n'ont rien fait de mal. Je l'ai interrompu. Alors pourquoi Pépé dit ça? Pourquoi Mémé ne dit rien? Pourquoi Léo ne peut rien dire non plus? J'ai crié aussi fort que lui. Monsieur Louis a repris dès que j'ai eu fini. Celui qui a eu tort, c'est ton père, Anne. Le père de Léo et ton père s'étaient associés pour monter une affaire dans le vin. À l'époque, le vin se vendait comme des petits pains et l'entreprise marchait si bien qu'ils ont commencé à emprunter de l'argent et à s'associer avec d'autres pour s'agrandir. S'ils s'en étaient tenus au vin, il n'y aurait pas eu de problème. Mais plein de confiance, ils ont commencé à se diversifier. Ils se sont lancés dans la distribution de jambon et de fromage, des domaines qu'ils ne connaissaient pas du tout, et c'est là que les problèmes ont commencé. À cause d'une mauvaise gestion de la chaîne du froid, une quantité énorme de fromage a tourné. S'ils s'étaient contentés du succès de leur entreprise vinicole et avaient arrêté les frais, ils n'auraient pas tout perdu. Mais ton père n'a pas pu. Quand l'argent coulait à flot, il avait, sans en parler au père de Léo, investi les fonds de l'entreprise ailleurs. Et il a tout perdu. Tant que l'affaire marchait, ça ne se voyait pas. Mais dès que les difficultés sont apparues, tout a été découvert. À l'époque, je travaillais avec eux. La situation est devenue intenable. Les employés qui n'étaient plus payés, les fournisseurs qui attendaient leur argent se sont évidemment mis en colère. Ils ont porté plainte contre le père de Léo et ton père pour détournement de fonds et ils ont été condamnés.
Ma grand-mère, en entendant ce récit, pleurait en se remémorant cette période. Je ne comprenais toujours rien. Alors pourquoi Pépé déteste-t-il autant la famille de Léo et pourquoi Mémé m'a-t-elle caché la vérité? C'est de mon père dont il s'agit, un père qui m'a tant manqué. Je n'avais pas le droit de savoir? Monsieur Louis a pris une grande inspiration et a continué. Comment veux-tu qu'on te raconte une histoire pareille? Après avoir perdu ta mère si brutalement, qu'est-ce que ça t'aurait fait d'apprendre ça? Quelle famille peut dire à son enfant que son père est un homme malhonnête? Quel grand-parent peut dire à sa petite-fille que son propre fils a eu tort? Il parlait avec une tristesse infinie. Je suis allée voir ton grand-père des dizaines de fois pour lui dire que le père de Léo n'avait aucune responsabilité là, dedans, pour le supplier de ne pas lui en vouloir. J'étais complètement perdue, mon esprit était un chaos de confusion, de peur et de culpabilité. Ma grand-mère a dit à Monsieur Louis « Ça suffit, Louis, Anne a compris maintenant ». Mais il a répondu « Non, il est temps qu'Anne sache. On ne peut pas cacher ça éternellement. Et puis maintenant qu'on a des nouvelles du père d'Anne, il faut le retrouver et le ramener à la maison. » En entendant que l'on avait des nouvelles de mon père, j'ai écarquillé les yeux et j'ai enfin compris pourquoi Léo était venu en France. La raison pour laquelle ton grand-père déteste la famille de Léo, c'est parce que nous sommes les seuls responsables. Quand ton père est sorti de prison, ton grand-père et moi sommes allés voir le père de Léo. C'était effronté, mais nous voulions lui demander de l'aider à apaiser son esprit. Il ne supportait pas la douleur d'avoir ruiné la famille de Léo et voulait quitter la maison. Un jour, je lui ai demandé ce qu'il comptait faire, ce que deviendrait Anne laissée seule. Mais à moitié fou, il ne répétait qu'une chose, il devait gagner de l'argent pour rembourser. Mon propre fils, mais il semblait avoir perdu son âme. En le voyant partir, je n'ai pas pu le retenir. Il donnait parfois des nouvelles, mais je ne pouvais pas lui demander de revenir vivre comme avant. J'espérais seulement qu'il reviendrait de lui-même, que ce soit en remboursant sa dette ou en demandant pardon à genoux. Je pensais que le seul moyen de laver sa culpabilité était d'obtenir le pardon. Ton grand-père est allé voir le père de Léo et l'a supplié d'empêcher ton père de partir en promettant de rembourser la dette toute notre vie. Mais la famille de Léo n'avait ni le temps ni les moyens de s'occuper de nous. Ils vivaient un véritable cauchemar. À cause de mon fils, ils ont perdu tout leur argent et ont même dû emprunter à leurs parents et à leurs proches pour tout rembourser. J'ai appris que les grands-parents de Léo avaient dû vendre leur maison et avaient fini leur jour dans un petit studio. Si j'avais été à leur place, je ne nous aurais jamais accueillis. Ton grand-père et moi n'avons eu d'autre choix que de rentrer en France. Pendant plus de 10 ans, nous avons remboursé la dette, mais ton père n'est jamais revenu. Le sentiment de culpabilité de ton grand-père s'est peu à peu transformé en ressentiment envers la famille de Léo. Moi, je n'ai cessé d'envoyer des lettres aux parents de Léo pour leur demander pardon. Mais je n'ai jamais eu de réponse. Bien sûr, nous avons tous mis la main à la poche pour rembourser. Ton père ne rentrait pas, mais il m'envoyait toujours de l'argent qui servait à éponger la dette. Il y a peu, j'ai écrit une dernière lettre au père de Léo. Je lui ai demandé, avec effronterie, s'il était possible, de mon vivant, de permettre à Anne et à son père de passer du temps ensemble. Et il y a quelques mois, j'ai enfin reçu une réponse. Le père de Léo m'a dit qu'il ne pouvait pas venir car il n'allait pas bien, mais qu'il enverrait Léo à sa place. Il m'a demandé les coordonnées de ton père, en disant qu'il l'appellerait lui-même. Le jour où tu es rentré tard dans la nuit, c'est pour ça que tu as rencontré Léo. Nous avons vécu toutes ces années avec le sentiment que la famille de Léo portait un fardeau qui aurait dû être le nôtre, en nous excusant et en cherchant à nous racheter. Depuis son arrivée à Paris, Léo n'a cessé de chercher ton père. Il avait ses coordonnées, mais ne savait pas où il se trouvait. Et à chaque fois qu'il rentrait, il me disait « Je ne veux pas qu'Anne soit blessée ». Il m'a demandé de garder le secret sur la raison de sa venue pour le moment. En écoutant ma grand-mère, j'ai enfin tout compris. Que je sois blessée n'a aucune importance. Et je murmurais en enfouissant mon visage contre sa poitrine. Elle m'a caressé le dos en répétant « Pardonne-moi, pardonne-moi ». Mes jambes se sont dérobées, je n'avais même plus la force de rester assise. Je me suis traînée jusqu'à ma chambre et je me suis effondrée sur mon lit. J'avais tant désiré mon père, mais il était quelqu'un que je n'aurais pas dû désirer. Cette pensée me rendait infiniment triste. J'ai passé une nuit blanche avant de finalement m'endormir. J'ai dû somnoler 1 heure. Un bruit m'a réveillée. Pensant que c'était Léo, j'ai ouvert ma porte en vitesse. J'ai frappé à sa chambre, mais aucun son. Impatiente, j'ai ouvert, mais Léo n'était pas là. Sur son bureau, il y avait un mot. Je suis désolée de partir de cette façon, merci pour tout. Avec ce mot, ses traces avaient disparu. Je me sentais de nouveau seule. La tête lourde, je suis allée me promener le long de la Seine. Je voulais jeter dans le fleuve tout ce que j'avais entendu, toutes les pensées confuses qui tourbillonnaient dans ma tête. Après le départ de Léo, je n'ai eu d'autre choix que de reprendre le cours de ma vie. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu fais plein d'erreurs. Tu as fait tomber 3 verres, tu t'es trompé dans les boissons et tu n'as pas fermé le placard.
Anne, il y a quelque chose qui ne va pas, concentre-toi, c'est dangereux pour les passagers et pour nous. C'était la remarque sévère d'une de mes supérieures. Malgré mes efforts, les paroles de ma grand-mère résonnaient encore en moi. Je pensais qu'en me plongeant dans le travail, ça irait mieux, mais rien n'y faisait. Je n'arrivais pas à me concentrer à cause de Léo et de mon père. Ne pouvant plus supporter cette situation, j'ai décidé d'aller moi-même retrouver Léo. Mais il me restait plus de jours de congé, j'ai donc cherché un collègue qui avait un vol de prévu pour le voir et j'ai réussi non sans mal à échanger mon planning. Heureusement, mon collègue, en apprenant ma situation, a gentiment accepté. Fais bon voyage. Tu sais qu'un vol comme celui-là, c'est comme décrocher la lune. Je ne sais pas exactement pourquoi tu y vas, mais je te souhaite bonne chance. J'ai même eu droit à ces encouragements. Je n'ai dit à personne que j'allais le voir et j'ai commencé mon service. Il y avait beaucoup de passagers de cette nationalité et j'ai compris pourquoi ces vols étaient si prisés. De tous les vols que j'avais faits, c'était de loin le meilleur. Leur gentillesse, leur savoir-vivre, c'était si apaisant, presque irréel. Mais mon esprit était ailleurs. Je pensais à Léo et je n'arrivais à me concentrer sur rien. Une fois arrivée, j'étais pressée par le temps. Le temps de séjour n'était pas long. 2 jours et demi et même cette demi-journée devait se passer au dortoir en attente. Il me restait donc que 2 jours. Je m'y attendais. J'avais recopié l'adresse qui se trouvait sur les lettres du père de Léo que mon grand-père m'avait donné. Après le vol et le débriefing, j'ai enfin pu quitter le dortoir. Je devais me rendre dans un village de Bourgogne. Pour moi qui n'étais jamais allée dans cette région, tout était compliqué. J'avais prévu de prendre un taxi, mais impossible d'en trouver un. Mon apparence d'étrangère à la région y était sans doute pour quelque chose. Je suis retournée à la gare TGV où l'on m'a gentiment indiqué qu'il y avait un bus qui allait jusqu'à la ville la plus proche. Après 2 heures de route, je suis arrivée à destination. De là, je comptais prendre un taxi. J'ai montré l'adresse au chauffeur et lui ai dit « Je voudrais aller ici, s'il vous plaît ». Heureusement, il a compris et m'a conduite sans problème. Il y a quelques minutes à peine, il y avait des routes goudronnées et de hauts bâtiments, mais nous nous sommes vite retrouvés sur un chemin de terre caouteux. La voiture tanguait au rythme de mon cœur. Le chauffeur, très aimable, s'est arrêté devant une maison isolée au pied d'une colline et m'a même indiqué du doigt la maison que je cherchais. Je l'ai remercié chaleureusement. Je me suis dit que les gens de la campagne étaient vraiment gentils. J'ai été de nouveau tendue. Jamais de ma vie je ne m'étais lancée dans une telle aventure. Je ne savais pas ce qui m'avait pris, mais puisque j'étais là, autant essayer. La maison était au pied d'une colline. Rien qu'à voir son apparence, c'était le contraire de ce que m'avait raconté mon grand-père. C'était une vieille maison de campagne modeste, de plein pied. Je n'étais même pas sûre d'être au bon endroit. J'ai frappé à la porte, j'ai appelé Léo, puis monsieur, comme personne ne répondait, j'ai attendu. La nuit est tombée. La route et la maison, sans aucune lumière, étaient sinistres. C'est alors qu'un vieux camion s'est approché, ses phares m'éblouissant. Il s'est arrêté devant moi. J'ai pensé, c'est peut être son père. Un homme, le chapeau enfoncé sur la tête, s'est dirigé vers la porte en traînant les pieds. Je me suis précipitée vers lui et lui ai demandé en français « Excusez-moi, c'est bien la maison de la famille Dubois ?» Surpris, il m'a demandé « Qui êtes-vous » Assez sûre de moi, j'ai répondu « Je suis Anne, l'amie de Léo. Vous ne vous souvenez pas ?» L'homme a écarquillé les yeux. « Tu es Anne ?» a-t-il dit stupéfait avant d'appeler sa femme en vitesse. « Chérie, Anne est là, la fille de Ludovic, tu sais, de Paris. » Au nom de Ludovic, j'ai eu la confirmation. C'était le prénom de mon père. Hein, sa femme est sortie. « C'est vraiment toi, Anne » a-t-elle dit avant de me serrer fort dans ses bras. « Tu es devenue si belle » a-t-elle ajouté, les larmes aux yeux. « Entre vite. » Les parents de Léo m'ont fait asseoir et m'ont posé de nombreuses questions. Comment j'avais vécu ce que je faisais maintenant? L'homme que je voyais n'était plus celui de mes souvenirs, son visage était plus ridé, mais leur chaleur était la même. Je ne savais pas par où commencer. Il était déjà prouvé que mon grand-père avait tort et que ma grand-mère et monsieur Louis avaient raison. Nous n'avons pas parlé de mon père. Nous ne pouvions pas, comme si nous nous étions concertés, nous n'avons parlé que des souvenirs heureux. Anne, tu repars demain, n'est-ce pas? Il se fait tard, tu devrais passer la nuit dans la chambre de Léo. De toute façon, il vit seul à Paris, maintenant il ne rentre jamais, a dit sa mère d'un ton un peu triste. Ça fait des mois que personne n'a dormi dans cette chambre. C'est vieux et pas très confortable, mais repose-toi bien. Les parents de Léo, qui m'avaient toujours si bien accueilli enfant, me recevaient de la même manière plus de 10 ans après. J'ai pas pu prononcer le moindre mot d'excuse pour le comportement de mon grand-père et je suis entrée dans la chambre de Léo. Adossée au bureau, j'observais la pièce quand quelque chose m'a fait sourire. C'était le billet de TGV que Léo avait acheté pour aller chez mon grand-père à Nantes. Sur le billet, il y avait un dessin de mon visage
et à côté, le tube vide de mon rouge à lèvres perdu. Je ne savais pas que j'étais si moche et je rigolais. Il n'a même pas pris le portefeuille que je lui ai offert, mais il a bien gardé le reste et je marmonnais en souriant. Je me suis éventée avec la main pour calmer mes joues rouges. Épuisée par le long vol, je me suis endormie sur le lit sans même m'en rendre compte. Le matin, les parents de Léo m'ont réveillée pour le petit déjeuner. Léo va bientôt arriver, il te conduira à la gare, m'ont-ils dit. 30 minutes plus tard, Léo est arrivé. En me voyant, il est resté sans voix. Vous n'étiez pas déjà salué à Paris? Ont demandé ses parents, qui savaient qu'il était venu. Vous vous êtes disputé? Non, c'est pas disputé, a répondu Léo hésitant. Avant de partir, j'ai dit à ses parents que je n'en voulais à personne pour le passé et que je savais que mon père avait mal agi, qu'il ne devait pas s'inquiéter. La mère de Léo m'a dit « C'est la faute des adultes, si tu as eu le cœur brisé, je suis désolée » et m'a de nouveau serré dans ses bras. Sur la route, du retour vers la gare, Léo m'a finalement demandé « Pourquoi es-tu venu ?» Je lui ai rétorqué « Et toi, tu es bien venu chez moi, non ?» Puis j'ai continué. Sur le billet de TGV pour Nantes dans ta chambre, le dessin, c'est bien mon visage. On ne se ressemble pas du tout, mais en entendant ça, Léo s'est figé. Et pourquoi tu as gardé mes produits de maquillage? Il a répondu d'un ton un peu bourru. J'allais les jeter, mais je n'ai pas eu le temps. Pour ne pas le mettre plus mal à l'aise, j'ai vite changé de sujet. J'ai tout entendu de la bouche de Mémé et de Monsieur Louis. Je sais que mon père a mal agi. Je ne me suis pas méprise et je n'en veux à personne. Si j'étais en colère ce jour-là, c'est parce que personne ne me disait rien. Léo, je suis vraiment désolée. Je pense que mon père et moi, nous partagions la même frustration. J'ai arrêté de ressasser mes pensées et je lui ai demandé « Tu reviens quand en France? Tu es très occupé ?» J'aimerais bien revenir, mais je n'ai plus de congé cette année et avoir ce genre de trajet, c'est plus difficile que de décrocher la lune. Il a répondu vaguement « On verra bien ». Grâce à Léo, je suis arrivée à temps pour rejoindre mes collègues. J'ai ensuite effectué mon vol de retour vers la France sans encombre. Je suis rentrée chez moi tard dans la nuit, épuisée. Assise à mon bureau, je défaisais ma valise. On a frappé à ma porte, c'était ma grand-mère. « Je peux entrer ?» Elle s'est assise sur mon lit et m'a dit « Viens ici un peu ». Elle m'a serré fort dans ses bras. J'ai commencé à pleurer. Elle me disait que tout était de sa faute et mes sanglots redoublaient. Elle m'a ainsi consolée en me laissant pleurer. J'ai repris ma vie quotidienne. Depuis mon retour, je n'avais plus de nouvelles de Léo. J'étais très occupée et je n'osais pas le contacter. Un jour, comme d'habitude, je rentrais chez moi fatiguée. J'avais été absente près de 2 mois et je n'aspirais qu'à me reposer. J'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai salué ma grand-mère. C'est alors que j'ai entendu une voix d'homme familière. « Léo !» J'étais si heureuse que j'ai jeté mes chaussures et je me suis précipitée vers lui. « Pourquoi es-tu là ? Il s'est passé quelque chose. Tu restes combien de temps? Tu as mangé ?» Je l'ai bombardé de questions. Il m'a expliqué qu'il allait organiser une petite exposition en France et qu'il était venu avec son équipe. J'ai dit que c'était génial et j'ai promis de venir. Malgré la joie de le revoir, un sentiment de vide persistait dans un coin de mon cœur. J'ai finalement appris la date de l'exposition de Léo. Malheureusement, elle tombait en plein pendant mes vols et je lui ai dit que je ne pourrais venir que le dernier jour. Léo a boudé. C'était la première fois que je le voyais, lui d'habitude si réservé, boudé comme un enfant. Il n'arrêtait pas de me demander quand je viendrais, exigeant une date et une heure précise. Je lui ai répété que je ne pourrais venir que tard le soir du dernier jour après mon vol. Vaincue par son insistance, dès mon vol terminé, je me suis traînée jusqu'à la salle d'exposition. Elle n'était pas très grande. Devant l'entrée, un thème un peu grandiloquent est affiché, rencontre entre le passé et le présent. En entrant, j'ai vu des décorations scintillantes au plafond, des lumières colorées qui s'allumaient et s'éteignaient, et divers éléments projetés sur des écrans. C'était ma première rencontre avec l'art multimédia. C'est donc ça qu'il fait, me suis-je dit. Comme j'étais arrivée tard, il n'y avait plus personne, la visite semblait terminée. Alors que je cherchais les hauts du regard, des photos de mon enfance ont commencé à être projetées sur les écrans colorés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je dit surprise. Puis des photos de mon père et des photos de nous deux ensemble transformées en images tridimensionnelles ont pris vie. Je suis restée figée devant ces images de mon père. Je n'osais pas lever la tête, de peur que mes larmes ne fassent couler mon maquillage. La courte vidéo s'est terminée et les lumières de la salle se sont rallumées. Léo s'est approché de loin. J'ai vite essuyé mes larmes et j'ai affiché un sourire forcé. « Comment as-tu préparé ça ?» J'ai juste emprunté l'album photo de ta grand-mère. Le thème est pas mal, non? Rencontre entre le passé et le présent. Qu'en penses-tu? Touchée par son geste, j'ai souri sans rien dire. Il a ajouté « Tu as rencontré le passé, mais tu n'as pas encore rencontré le présent. » N'est-ce pas? J'ai pas compris le sens de ces paroles énigmatiques. « Attends un peu », a-t-il dit.
Il s'est éloigné et les écrans et les lumières se sont éteints. Il a appuyé sur quelque chose et tout est devenu noir. À ce moment, un écran s'est allumé près de l'entrée et quelqu'un a commencé à avancer. C'était un homme d'âge mûr, aux cheveux grisonnants. Je l'ai reconnu tout de suite. C'était mon père. Même après toutes ces années, je ne pouvais pas oublier sa démarche. J'avais souvent pensé, si je revoyais mon père, serais-je en colère? Heureuse, boudeuse, j'avais imaginé d'innombrables scénarios répétant seul devant mon miroir. Mais face à lui, tout cela ne servait à rien. En voyant ses rides profondes, je savais, sans même avoir besoin de lui demander où il avait été, ce qu'il avait fait et comment il avait vécu, je ne pouvais rien dire, rien faire. Alors que j'étais pétrifiée, la voix grave de mon père a retenti « Anne ». Dans l'obscurité, une lumière bleue éclairait ses pieds. Dans ma tête, je lui disais « Pourquoi maintenant ?» Nous sommes restés un long moment à nous regarder en silence. Pas un mot, mais je pouvais lire ses sentiments. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Léo s'est interposé entre nous. Les lumières se sont rallumées et j'ai pu voir plus distinctement le visage de mon père. Pour rompre le silence gênant, je lui ai dit « Papa, c'est Léo. Il est vraiment méchant, non? Gronde-le un peu. » Mon père a pris la main de Léo et l'a remercié à plusieurs reprises. Léo a dit qu'il devait ranger la salle d'exposition et nous a laissé partir devant. J'avais tant de questions à poser à mon père, mais je ne l'ai pas fait. J'avais peur que si je lui demandais tout d'un coup, il disparaisse de nouveau. Comme s'il avait deviné mon inquiétude, mon père m'a pris la main et m'a dit que c'était grâce à Léo et à sa famille qu'il avait trouvé le courage de venir. Et il a ajouté qu'il ne partirait plus jamais. À la fin de mes congés, je suis retournée avec Léo sur le pont des Arts. Je lui ai demandé est-ce que tu penses toujours que le soleil ne devrait pas se coucher? Il m'a regardé un instant et a répondu non, maintenant je préfère qu'il se couche. Comme ça demain arrivera. Ah! J'ai enfin compris le sens de ces paroles. Léo m'avait redonné les heures heureuses de mon enfance et m'avait permis de rêver à demain. Depuis, nous vivons une belle histoire. La prochaine fois, je vous raconterai une autre histoire, peut être encore plus intéressante, sur ma rencontre avec Léo né d'un vol. Cette histoire était celle d'Anne, qui vit en France. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Votre soutien est une grande source de motivation pour la création de contenu. Merci de votre attention.